Bonjour, bienvenue à notre première capsule qui va porter sur l'immunité. Alors on commence, on retrouve notre livre d'immunologie, de microbiologie et on va commencer par parler de l'anatomie immunitaire. Alors dans votre livre, on est à la page 136 dans le chapitre 7 et on va débuter par parler du système lymphatique. Je vous invite aussi à ouvrir votre document de notes de cours et à compléter les notes, souligner, et il va y avoir des petites modifications au niveau de certaines pages à faire. Première chose, notre système immunitaire. Le système immunitaire, en fait, ce sont nos leucocytes, ce qu'on appelle nos globules blancs. Notre système immunitaire repose sur l'activité de nos globules blancs. Et nos globules blancs, ils se déplacent dans notre corps, ils circulent partout pour pouvoir nous défendre et ils vont, entre autres, circuler dans le sang, mais aussi dans le système lymphatique. Donc, le système lymphatique fait partie intégrante de notre système immunitaire. À quoi va servir le système lymphatique? Première chose, il fait circuler un liquide qu'on appelle la lymphe et c'est dans ce système lymphatique-là qu'on va permettre la rencontre le plus possible entre les globules blancs et tout ce qui est agents infectieux comme les bactéries, les virus, les mycètes. Et bien sûr, le système lymphatique, sa job, c'est de ramener le liquide qui quitte les capillaires sanguins et de le remettre en circulation, dans le fond, dans les vaisseaux sanguins. Alors, l'image qu'on a à la page 137, vous avez une belle figure. J'aime toujours ces figures-là parce que toute l'information est présente de façon résumée. Le système lymphatique est composé des vaisseaux et de plusieurs organes lymphoïdes qu'on va aller détailler. On a deux catégories d'organes lymphoïdes, les primaires et les secondaires. Alors, dans les primaires, on va avoir la moelle osseuse rouge et le thymus. Alors, la moelle osseuse rouge, on la trouve dans les extrémités des os longs, des os plats. Puis, c'est à cet endroit-là qu'on a les souches de cellules hématopoïétiques qui vont pouvoir fabriquer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et c'est aussi un endroit où les lymphocytes B, qu'on va voir plus tard, vont acquérir leur immunocompétence qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de reconnaître ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Donc, si une cellule étrangère entrait dans notre corps, les lymphocytes B vont avoir appris à reconnaître que ces cellules-là ne font pas partie de notre corps. Le thymus, pour sa part, il va permettre, encore une fois, l'acquisition de l'immunocompétence. Donc, le thymus va éduquer. On dit que c'est l'école des globules blancs. On aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Et ça, le thymus, c'est une glande qui est très grosse durant notre enfance, mais plus notre système immunitaire, dans le fond, se développe, s'éduque, plus elle va s'atrophier avec les années. Les organes lymphoïdes secondaires, on a ce qu'on appelle les fameux ganglions. Les ganglions, c'est pas leur vrai nom, c'est plutôt le nœud lymphatique, le vrai terme. On va avoir la rate, les amygdales et le malte, qu'on appelle, dans le fond, ce sont des formations lymphoïdes associées aux muqueuses. On va les détailler un petit peu plus bas. Alors, à la page 138, on a cette figure-là dans laquelle on voit les organes lymphoïdes et on voit aussi des vaisseaux lymphatiques qui vont être importants. Alors, on va positionner, première chose, le thymus. Alors, le thymus qui est par-dessus le cœur, on le voit ici, et la moelle osseuse rouge. Alors, très important, il faut vraiment dire moelle osseuse rouge. Et
Donc, la moelle osseuse rouge qui est dans les extrémités des os longs, entre autres, et dans certains os plats. Puis, on a notre thymus, comme je vous dis. Alors, ces deux organes-là, ce sont les organes lymphoïdes primaires. En bleu, on va remarquer nos organes lymphoïdes secondaires. Alors, amygdale, on les voit, on va aller les voir de plus près. Les nœuds lymphatiques, qu'on appelle ganglions dans le langage courant, la rate qui est positionnée et les formations lymphoïdes associées aux muqueuses qui sont le malte. Il y en a, vous voyez, des plaques qui sont regroupées au niveau des intestins, mais on va en voir aussi au niveau pulmonaire. Puis, conduit lymphatique droit, conduit thoracique et vaisseau lymphatique, on va en reparler un petit peu plus bas. À la page 140, on zoome sur un nœud lymphatique. Alors, c'est bien important de voir la circulation ici. Alors, vous voyez que j'ai 4 vaisseaux lymphatiques qui vont entrer dans mon nœud lymphatique. Ça veut dire que j'ai beaucoup de lymphe qui entre ici et la lymphe transporte toutes sortes de choses. Donc, elle peut transporter des virus, des bactéries et c'est comme une trappe parce qu'il y a juste 2 vaisseaux qui vont permettre la sortie du liquide. Le liquide va donc stagner un peu, si on veut, dans le nœud lymphatique, ce qui va permettre à mes globules blancs, parce qu'il y a beaucoup de globules blancs qui sont dans mes nœuds lymphatiques, alors eux, ils vont pouvoir intercepter tous les virus ou toutes les bactéries qui vont passer dans le nœud lymphatique. Alors, on voit les amas de nœuds lymphatiques, alors au niveau du cou, sous les bras et au niveau inguinal. Il y en a aussi qui vont être autour du système digestif au niveau mésentérique. Ça nous amène à parler de quelques termes particuliers. Alors, adénomégalie. L'adénomégalie, c'est si on remarque qu'il y a un gonflement des ganglions. Donc, si les nœuds lymphatiques sont gonflés, comme dans le cou, par exemple, quand on a une infection, et on va préciser si le gonflement de mon nœud lymphatique est attribuable à une augmentation des globules blancs à proximité, je vais parler d'une adénopathie. Si c'est carrément mon nœud lymphatique dans lequel il y a des virus ou des bactéries, puis que là, j'ai de l'inflammation, donc il est gonflé à cause de ça, bien, je vais parler d'une adénite. Vous pouvez peser sur pause pour pouvoir compléter les définitions dans vos notes de cours. Pour ce qui est de la rate, alors la rate, je vais remonter juste pour la visualiser. Alors, on a ici la rate. La rate, elle a plusieurs fonctions. Sa job, c'est comme une éponge. Le sang passe à l'intérieur et on va pouvoir, dans le fond, récupérer les vieux globules rouges. C'est une réserve aussi à thrombocytes. Et comme il y a des bactéries, des fois, et des virus qui circulent dans le sang, bien, ça va nous permettre de mettre en contact des globules blancs avec des macrophages, des lymphocytes. On va pouvoir les mettre en contact avec les bactéries et les virus. Et parfois, on va assister à une splénomégalie. C'est-à-dire qu'on va voir la rate gonfler. Ça peut être problématique. Entre autres, dans des cas de mononucléose, la rate enfle. Et à ce moment-là, il faut faire attention pour ne pas recevoir de coups qui pourraient amener à un éclatement de la rate. Je vous laisse le soin d'aller voir la définition d'une splénectomie.
Le numéro de la page n'est pas bon. Alors, dans votre McKinley, ce sera la page 1008. Je vous laisse quand même le soin d'aller à la page 1008, mais je vous mets la définition de la splénectomie. Alors, c'est une ablation de la rate et normalement, ça va rendre les gens plus vulnérables à certaines infections. Donc, on va les inviter souvent à se faire vacciner pour la grippe, pour les pneumonies, étant donné qu'on les considère, on considère que leur système immunitaire est moins efficace contre des infections graves. Toujours dans les organes lymphoïdes secondaires. Alors, les amygdales. Les amygdales, on les voit ici. Alors, pharyngienne, palatine, linguale. Et on a les tubaires. Donc, on a 4 paires d'amygdales. 4 paires parce qu'il y en a 2, là. 2 de chaque. 2 amygdales linguales, 2 palatines, 2 pharyngiennes, 2 tubaires. Et fait à noter, les pharyngiennes qu'on voit ici, quand elles enflent, c'est ça qu'on va appeler les végétations. Et voici des amygdales qui sont enflées lorsque quelqu'un fait une amygdalite. Alors, on les voit bien. Et je vous invite aussi à aller dans votre livre pour parler de l'amygdalectomie, donc l'ablation des amygdales. Encore une fois, le numéro de la page de votre McKinley n'est pas bon. Ça serait à la page 1009 que vous allez parler d'amygdalectomie. On l'a dit, amygdalectomie, ablation des amygdales palatines. Et normalement, c'est si les amygdales sont constamment enflées, constamment inflammées, qu'il y a de l'apnée du sommeil aussi, donc des difficultés respiratoires qui sont associées à ça. Et ça ne semble pas changer, dans le fond, la capacité de l'organisme à se défendre contre des virus ou des bactéries. Le fait de ne plus avoir les amygdales palatines. Le MALT, on en a parlé, c'est le terme anglais pour formation lymphoïde associée aux muqueuses. C'est des amas de tissus lymphoïdes, donc des amas qui regroupent beaucoup de globules blancs. Ça va permettre de détruire, entre autres, tous les micro-organismes qui vont être dans le tube digestif. Et on a dit qu'il y en avait aussi dans les voies respiratoires, donc ça nous permet aussi de se défendre contre les agents pathogènes qui peuvent entrer dans les bronches. Alors ici, c'est un visuel pour voir les follicules lymphatiques agrégés, donc le MALT finalement, dans l'intestin. Alors ça fait le tour de l'anatomie des organes lymphoïdes. On va maintenant parler de la circulation lymphatique. Donc, des vaisseaux lymphatiques, dans quel sens la lymphe circule, c'est unidirectionnel. Alors, ça va dans un sens seulement et il n'y a pas de pompe qui est liée à la circulation lymphatique. Contrairement à la circulation sanguine, il y a le cœur qui permet, dans le fond, cette circulation-là. Alors, vous allez trouver à la page 138 la figure dans laquelle on va voir les vaisseaux lymphatiques, comment ils sont faits. On les voit ici, alors sur toute la figure. Et si on zoome, ça c'est un vaisseau lymphatique. Et je vais vous faire remarquer ici qu'il y a des petites craques dans le fond. Il y a des petites fentes dans les vaisseaux lymphatiques. Et il y a aussi des valvules dans les vaisseaux lymphatiques. C'est ça qui va permettre à la lymphe de circuler seulement dans un sens. La lymphe, elle ne peut pas revenir sur ses pas parce que les valvules sont fermées.
les disjonctions dont on a parlé, les petites craques qui sont dans les vaisseaux lymphatiques, ils vont permettre aux micro-organismes dans le fond, d'entrer dans les capillaires lymphatiques et de pouvoir atteindre nos nœuds lymphatiques dans lesquels il y a beaucoup de globules blancs qui les attendent. Le petit problème, par contre, c'est que les cellules cancéreuses aussi, elles peuvent entrer dans ces disjonctions-là et ça va leur donner accès au sang, ultimement, et donc à tous les organes du corps. On voit ici les vaisseaux lymphatiques qui sont entrelacés avec tous les capillaires. Alors, leur job aux vaisseaux lymphatiques, c'est vraiment, là, on voit les flèches de liquide interstitiel, c'est de récupérer le liquide qui fuit au niveau des capillaires. Et, dans le fond, tout le liquide qui va se ramasser dans nos vaisseaux lymphatiques, on va vouloir le réacheminer dans le sang. Alors, ça va se faire par deux principaux conduits. Le conduit lymphatique droit ici, lui, il va se connecter à ma veine subclavière droite et mon conduit thoracique ici, qui remonte, va se connecter à ma veine subclavière gauche. Alors, conduit lymphatique droit, lui, il gère toute la lymphe du bras droit et du côté droit de la tête, tandis que le conduit thoracique, lui, va gérer toute la lymphe qui vient, dans le fond, de l'autre moitié de la tête et tout du bas du corps et du bras gauche. Alors, le McKinley à la page 1000, encore une fois, la page n'est pas bonne dans vos notes de cours. À la page 1000, on a une image. Alors, vous voyez ici, région drainée par le conduit lymphatique droit et mon conduit thoracique gère tout le reste. On voit le conduit thoracique et regardez, on voit vraiment qu'il se rebranche sur ma veine subclavière gauche. Puis ici, mon conduit lymphatique droit va se connecter avec mon artère subclavière droite. À la page 142, vous avez cette figure-là qui vous remémore peut-être quelque chose que normalement vous auriez dû voir avec votre système cardiovasculaire. C'est le jeu, dans le fond, des pressions au niveau des capillaires qui fait qu'il y a toujours du liquide qui sort de notre sang. Ici, quand le sang arrive au niveau d'un capillaire, il arrive avec une certaine force, une pression artérielle. Le sang est toujours hypertonique, donc il y a une pression osmotique qui attire le liquide vers l'intérieur de mon capillaire. Mais comme ma pression artérielle est plus grande, j'ai une fuite de liquide au niveau autour des capillaires. Lorsque mon sang chemine dans le capillaire, vers la fin du capillaire, je vais quand même récupérer une partie de ce liquide-là, puisque ma pression artérielle va avoir diminué. Mais on s'entend qu'il y a à peu près un 15% normalement qui reste ici. Et c'est ce 15%-là que mes vaisseaux lymphatiques vont récupérer. Qu'arriverait-il si notre système lymphatique, nos vaisseaux lymphatiques ne récupéraient pas ce 15%-là et qu'ils s'accumulaient? J'aurais un édème généralisé qui entraînerait une chute de pression artérielle parce que j'aurais moins de sang en circulation dans mes vaisseaux sanguins. On aura l'occasion de reparler de l'édème. Alors, c'est ce qui met fin à notre première partie d'anatomie immunitaire. Alors, ne faites pas les exercices, on va les faire en classe au prochain cours.